Donc bonjour à tous, je vais commencer et puis de toute façon ceux qui arrivent au fur et à mesure écouteront plutôt la suite. Là je vais commencer par une présentation un peu plus générale avant de rentrer dans le détail du projet que je voulais présenter aujourd'hui qui est le projet des grands voisins. Juste pour resituer pour moi le sens que ça fait de parler de ce projet au Signe, merci beaucoup d'ailleurs pour l'invitation, c'est de ramener aussi des problématiques urbaines et sociales dans un lieu comme le Signe qui est une institution pour le domaine du design graphique. Et ce qu'il faut comprendre dans mon parcours en particulier, c'est le fait que de mon côté, je suis arrivée dans le domaine du graphisme sur le tard, dans ma formation, plutôt après. Je me suis spécialisée dans le graphisme au bout de 3 années d'études, en fait. Donc, vous allez voir dans la présentation comment, en fait, la vision globale du design, des arts appliqués, et mon attrait aussi pour le champ de l'espace urbain et de l'architecture se ressent dans le projet du coup des grands voisins et dans ce que je vous montrerai. Donc, très rapidement, je voulais revenir sur ce qui fait la spécificité de ma pratique en tant que graphiste depuis maintenant 10 ans, étant donné que j'ai commencé en 2012 à exercer en tant que graphiste indépendante. Ce qu'il faut bien cerner, c'est que le laboratoire graphique, comme je l'appelle, qui est le projet des grands voisins, se retrouve vraiment à mi-chemin entre une démarche de pratique et une démarche de recherche et de théorie. C'est un projet qui a démarré en 2015 et en 2016, j'ai obtenu un contrat doctoral je suis toujours en cours de recherche-création en thèse actuellement. Et ce qui fonde vraiment ma pratique de graphisme, c'est ces allers-retours permanents entre une pratique de terrain avec différents acteurs de l'espace urbain, de la ville, de l'espace social, que ce soit des associations, des collectifs d'architectes, des associations d'urbanisme et d'animation d'espace public comme Yes We Camp, dont je suis membre, et des designers amis, toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer au fil du parcours, qui est très polyvalent finalement, étant donné que je n'ai pas démarré tout de suite dans le champ du graphisme. Et en parallèle, le fait que j'enseigne aussi aujourd'hui en DNMA de graphisme à Colombes, et que tout cet aspect de transmission se retrouve dans les projets que je peux faire par leur aspect pédagogique, création d'outils et dispositifs qui incluent les publics dans les réalisations. Voilà, donc là, c'est une espèce de cartographie que je montre en général juste pour montrer les différentes collaborations de mon parcours graphique. Et pour revenir très rapidement sur la thèse que je mène du coup depuis 2016, donc sous la direction de Catherine De Smet, qui est historienne du design graphique. Donc ça, c'est l'intitulé officiel de la thèse, mais un intitulé de thèse, ça évolue entre le début et la fin de l'écriture et de la recherche. Donc le designer graphique, acteur de l'innovation urbaine, responsabilité esthétique et sociale dans la ville contemporaine. Voilà, juste, je voulais revenir sur les inspirations et ressources théoriques qui sont toujours un aller-retour avec les projets que je peux évoquer, comme celui des grands voisins. Mais il y a tout un tas de lectures aussi qui permettent de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. Je suis désolée, je vais me moucher. Notamment l'ouvrage de Annick Lantenoy, Le vertige du funambule, qui est pour moi incontournable. Il est facile à lire et pour moi, il pose vraiment très clairement les enjeux de la posture du graphiste aujourd'hui, qui est tout le temps tiraillé entre des questions économiques et des questions sociales et morales. Et un autre ouvrage fondateur aussi du rapport qu'on peut avoir à la ville, qui est plus ancien, celui d'Henri Lefebvre, Le droit à la ville, pose des enjeux très intéressants en termes d'urbanisme et de politique de la ville. Voilà. Donc après, là, j'ai mis différentes références qui peuvent me parler et m'aider dans les réflexions, donc via la thèse, mais c'est aussi des ouvrages que j'ai pu lire pendant mes études en niveau master, recherche, voilà. Une autre source d'inspiration via cette recherche-création a été un fonds d'archives qui est conservé à l'Université Paris 8, donc ça grâce au concours de Catherine De Smet qui enseigne à cette université, et donc Marcha Emmanuel,
qui était responsable de la délégation aux arts plastiques dans les années 90, notamment au ministère de la Culture, et qui, pendant plusieurs années, a conservé tout un tas d'archives graphiques, des documents sur lesquels elle a pu travailler, des documents d'autres graphistes, et qu'elle a pu conserver à l'Université Paris 8. Donc, un des travaux de recherche a été de ranger dans toutes ces petites boîtes tout un tas de documents pour s'y retrouver et ensuite les réutiliser pour transmettre de l'information, du contenu sur ce qu'elle a appelé à un moment donné graphisme d'utilité publique, avec notamment l'organisation d'une exposition à connaître pour ces enjeux de graphisme social qui s'appelait Graphisme d'utilité publique en 1988 au Centre Georges Pompidou. Voilà, donc ça c'est tout le contexte, on va dire, d'où je viens et d'où je parle. Et donc le projet des grands voisins, tel qu'on l'appelait à l'époque, hein, puisqu'il a déjà 7 ans, en 2015, fabrique de biens communs à l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, à Paris 14e. Donc là, vous avez une belle vue. C'est une photo que j'ai prise du haut du toit du bâtiment Lelon, puisqu'à l'époque, un des 15 bâtiments du lieu était complètement délabré. On n'avait pas le droit de l'utiliser, mais on pouvait quand même monter jusqu'au toit et observer le site et avoir une vue sur les 4 hectares des grands voisins. Donc voilà, je voulais commencer cette présentation avec cette belle vue sur un bout du 14e arrondissement à Paris et vous montrer que ce projet, il y a vraiment la question d'échelle et de grandeur qu'il fallait prendre en compte. Et pour présenter le contexte de manière plus large, avant de rentrer dans le détail du projet graphique, en 3 points, ce projet, il faut le penser d'abord par l'aspect espace et patrimoine, ensuite par l'aspect de l'expérience temporaire. C'est une expérience qui n'était pas destinée à durer dans le temps. Ce qui était intéressant, c'est qu'à la base, on devait rester 6 mois et que finalement, on est resté 5 ans. Donc, c'est plus ou moins temporaire. Et le troisième aspect, et qui est pour moi le plus important finalement, c'est la mixité d'usages et d'acteurs de ce projet-là, qui s'est construit au fil du temps. Et grâce aussi à ces différentes phases de saison. Donc là, je vous ai remis le texte tel qu'on le trouve sur le site Les Grands Voisins, parce qu'il me semble que aussi le décrire par les mots est tout aussi intéressant. Je ne vais pas vous le lire complètement, mais j'aime beaucoup la manière dont le site le présente. Le site de Saint-Vincent-de-Paul, c'est 3,4 hectares au cœur du 14e arrondissement de Paris, entre Denfert-Rochereau, la Fondation Cartier et Port-Royal. Donc de bien ressentir que c'est quand même dans un arrondissement avec un fort aspect patrimonial. Et également le deuxième sous-titre, 5 années d'expérience collective, contexte, montage et partenaires. C'est un projet qui souvent est caractérisé de projets utopiques, mais il était éminemment concret. Et c'est ce projet-là qui a permis aussi à négocier avec les aménageurs de ce quartier pour faire exister des usages qu'on n'aurait pas forcément pensé avant l'existence du projet et qui aujourd'hui, dans le nouvel écoquartier, vont peut-être avoir le droit d'exister. Donc, au travers de l'aspect espace et patrimoine, les grands voisins, c'est tout d'abord 15 bâtiments qui sont répartis sur un site donc, de 3,4 hectares entièrement piéton et qui se présentent comme une collection d'architecture. Donc, c'est assez fascinant quand on arrive et qu'on a carte blanche en tant que graphiste d'arriver dans cet univers-là. On a des bâtiments qui, comme celui en haut à gauche, datent de 1650 et d'autres de la fin du 20e, 1970-80. En termes d'expérience temporaire, là, vous avez une très belle chronologie du projet illustrée par Joran Görner à l'occasion de la Biennale de Venise en 2018 et qui nous a permis de bien raconter toutes ces phases de projet. Donc voilà, à la base, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul qui a accueilli ce projet-là, c'était donc un hospice des enfants trouvés ou assistés. Puis au fur et à mesure, un noviciat de prêtre, modernisé en maternité. Le déménagement s'est fait progressivement de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul vers un hôpital un peu plus moderne. Et c'est dans les années 2010 que la ville de Paris envisage de construire un écoquartier sur le site. Voilà, ça sera d'ici 10 ans plus tard. Et donc, on y est bientôt aujourd'hui. Là, on est en plein dedans, puisque le site doit ouvrir a priori en 2023-2024 pour accueillir des nouveaux occupants, des nouveaux habitants.
Et en 2010, donc l'APHP, qui gère le site de Saint-Vincent-de-Paul, fait appel à l'association Aurore, qui est une association qui gère des publics précaires à reloger, étant donné qu'on a tout cet espace. C'est un luxe d'avoir autant d'espace en plein Paris. Et plutôt que de payer des frais de gardiennage qui peuvent être excessivement élevés, ou de privatiser des espaces pour éviter le squat, etc., il y a cette très belle idée de se dire on va trouver des associations qui œuvrent pour le bien commun et faire vivre cet espace pendant le temps qu'on pourra, quoi. Enfin, en fonction des politiques aussi, à l'époque des mairies. Voilà. Donc en 2014, c'est 300 places d'hébergement qui sont créées, puis une signature d'occupation, une convention d'occupation temporaire. Et ensuite, les 3 associations qui arrivent pour gérer le site. Donc, Yes We Camp, nous, on arrive en 2015 pour gérer l'animation, l'ouverture des lieux au public. Ensuite, Plateau Urbain pour tout ce qui est locaux pour les startups, les pros, les créas qui vont venir sur le site. Et donc, tout ça va fonctionner ensemble. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est le mode économique aussi du projet. C'est que on a commencé le projet avec rien du tout. On n'a pas obtenu la subvention qui nous avait été promise. Donc Yes We Camp propose un service de restauration à la lingerie, qui est le bâtiment principal, aussi pour s'auto-rémunérer. Et de cet événement-là, en fait, le manque de subvention va naître le modèle économique de l'association, qui va s'autofinancer aussi par les ventes de boissons, de restauration, de services dans les lieux ouverts au public. Voilà. Donc ensuite, là, on voit tout l'historique du projet jusqu'à le début de la saison 1 en 2016 officiellement, où on a eu vraiment, là, pour le coup, l'argent nécessaire pour lancer le projet publiquement, faire de la communication à grande échelle. Et ensuite, la saison 2, puisque le site était plus réduit avec seulement 5 bâtiments sur 15, parce que les travaux avaient commencé. Et la fin des gros chantiers est prévue pour 2023. Voilà, donc là, vous revoyez le pilotage mixte, et cette mixité d'usages et d'acteurs provient déjà des propriétaires du site et donc des gestionnaires de ce projet, puisque les Grands Voisins, en fait, c'est juste un nom qu'on a donné. C'est pas un logo, c'est pas une structure, c'est pas une association, c'est juste une appellation pour réunir trois associations qui ont travaillé ensemble pendant toutes ces années. Et pour vous montrer comment tout ça fonctionne, parce que c'est très important de comprendre le fonctionnement autant que les réalisations de ce projet-là. C'est pour ça que je passe du temps, là, vous parlez du processus. C'est de comprendre qu'on était dans une dynamique complètement organique et circulaire, où au centre, on avait un pilotage de projet avec à chaque fois des personnes de chacune des 3 associations représentées, et ensuite des pôles. Donc moi, je me situais dans le pôle communication et signalétique. J'étais tout le temps en lien avec la communication de l'association Aurore, avec les aménageurs de Yes We Camp, mais aussi l'équipe de médiation qui travaille avec à la fois les occupants qui avaient des loyers, les créas, les startups, et les résidents hébergés sur le site. Là, vous avez, c'est une carto qu'on vient de dessiner en fait pour synthétiser les enjeux de ce projet, donc qui est sur le site Les Grands Voisins. Parce qu'on ne l'avait pas encore fait jusqu'à maintenant. On avait besoin aussi de cette prise de recul pour bien récupérer tous les chiffres et faire un bilan construit du projet. Donc là, vous avez les 3 couches de types de publics qui ont été aux Grands Voisins pendant la saison 1. Donc la saison 1, c'était entre 2015 et 2018. Moi, c'est celle que j'ai coordonnée de A à Z. Et donc en jaune, vous avez les espaces ouverts au public. Et on a l'impression que c'est beaucoup. En fait, finalement, c'est une petite partie du site. En bleu ciel, ou bleu et hachuré rouge, c'est tous les résidents, les personnes qui étaient hébergées sur le site. Ça allait jusqu'à 600 personnes à la fin de la saison 1. Et en rouge brique, c'est les occupants. Donc ça, voilà, c'est ce que je décrivais, les personnes qui travaillaient sur le site. Donc ça faisait une belle mixité de public. Et ce que j'aime bien décrire, c'est justement le fait que on a aussi un bâtiment blanc qui est vide. Et c'était aussi cet espace de liberté permis par cet espace en friche. Tout n'était pas complètement occupé, qui nous a permis aussi de monter un camping dans le petit logo que vous voyez en haut à gauche. Premier et dernier camping parisien peut-être. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que les espaces ouverts au public étaient seulement une partie de ce projet-là. Et souvent, les Grands Voisins ont été comparés à Grande Contrôle ou des projets similaires a priori, mais on ne voyait pas forcément en tant que public tout l'aspect social, humain et qui se retrouvait derrière en fait. Voilà.
Et la saison 2, comme vous le voyez, hein, entre la première carte et la deuxième carte, on a une réduction de l'espace assez significative, mais avec tout autant d'usages et qui ont fait vivre cet espace-là pendant... donc la saison 2, c'était 2 ans, entre 2018 et 2020. Pour vous montrer ce que le projet est en train de devenir, donc là, c'est un exemple d'un schéma qui avait été fait par ceux qui travaillaient sur le réaménagement futur d'un des bâtiments. On va garder cette mixité d'usage dans les lieux. Et donc aujourd'hui, il y a des graphistes qui répondent à des concours, des appels à projets pour réaliser la signalétique d'un bâtiment ou d'un autre ou d'un îlot. Donc c'est un projet qui continue à faire se rencontrer différents corps de métier. Et c'est ça que je trouve passionnant et j'ai hâte de voir naître ce nouveau quartier sur les bases de ce qu'on a construit au Grand Voisin et de voir comment ça va perdurer dans le temps, tout ce qu'on a pu mettre en œuvre. Donc là, pour finir sur cette thématique de la mixité des usages, notre directeur de l'association Yes We Camp, Nicolas, en 2017, avait noté ça et je trouve ça très parlant. Ce modèle est transposable. Mixer les populations et les activités, héberger et accueillir le public temporairement sont des leviers que nous espérons décliner encore pour réinventer sans arrêt la manière de construire et concevoir la ville. Voilà. Et en guise de conclusion sur l'aspect mixité d'usage et d'acteurs, là, vous avez une petite photo de nos réunions d'équipe où très bonne ambiance d'équipe. Au début, on était 15 et puis on a fini à 30 salariés très rapidement, hein, la saison 1, avec une équipe pluridisciplinaire, différents corps de métier travaillant tous ensemble chez Yes We Camp. Et on est arrivé à un décompte de 800 bénévoles à la fin du projet, et je compte pas non plus tous les graphistes qui sont passés sur le projet. En fait, rien que sur la saison 1, on était une vingtaine de graphistes, soit freelance, soit salariés par l'association, service civique, stagiaires, bénévoles. Voilà. Donc c'était assez énorme comme expérience. Et l'origine de l'association Yes We Camp, qui était en fait une asso créée à Marseille pour un camping éphémère, finalement a pu vraiment se déployer grâce à ce projet-là, qui a fait vraiment émerger la force de cet asso sur le territoire même national, parce que maintenant il y a tout un tas de lieux qui ouvrent, gérés par Yes We Camp en France. Là, vous voyez comment en un seul mois, la lingerie des Grands Voisins est devenue un restaurant. On n'avait pas le choix qu'être dans une réactivité, une rapidité de mise en œuvre. Et c'est ce qui va fonder ensuite le projet graphique. Le graphisme des Grands Voisins, il a un style de récup, il a un style de rapidité de mise en œuvre parce que aussi on n'avait pas le temps ni l'argent adéquat. Donc on a fait avec les moyens du bord. Et c'était quand même assez riche parce qu'on arrive dans un ancien hôpital désaffecté et on fait avec tout ce qu'on trouve. Donc en termes de méthode et de positionnement en tant que graphiste arrivant dans tout ce contexte-là, là vous voyez les outils de travail, hein, ça passe par des schémas, du stickers, du pochoir, des idées, des brainstorming, des croquis avec toute l'équipe de graphistes. On était au début un binôme avec Margot Canizzo-Lazaro, qui est une graphiste qui est aujourd'hui à Strasbourg. On a dessiné ensemble l'identité du lieu, et une service civique, Amandine Lamour, voilà, qui aujourd'hui a fondé une association sur Marseille. Mais aussi des récoltes de paroles, des récoltes de dessins de voisins, voilà, tout un tas de manières de récolter tout ce que je trouve sur le terrain, un travail en équipe. Donc là, on a le pilote du projet sur la gauche et puis le responsable du projet artistique des Grands Voisins à droite. Et puis on était tout le temps en train de réfléchir comme ça, en aller-retour. Et là, vous avez ma petite équipe de graphistes pour illustrer l'aspect premièrement bordélique des bureaux de la lingerie des Grands Voisins, et la collaboration permanente entre toutes les personnes du pôle communication. Voilà. Et donc là, je voulais vous montrer quelques pages de mon carnet de bord de terrain sur le projet, pour montrer que la recherche s'est faite aussi continuellement par des croquis d'observation, des prises de notes, des réunions d'équipe, et que c'était un projet qui se faisait aussi comme ça, de manière très en temps réel. C'est en captant tout ce que j'entendais dans les réunions et tout ce qui ressortait des séminaires d'équipe, parce qu'on faisait très régulièrement des séminaires avec les 3 associations, qu'ensuite j'en créais des projets.
Donc là, par exemple, vous avez des phrases que j'ai captées à travers un séminaire qui m'a permis, sur la fin du projet, de réaliser une fresque avec Margot Canizzo. Pour clôturer le projet en 2020, on a fait une fresque. Là, j'ai pas eu le temps de mettre une image, mais on a illustré toutes ces paroles qui, pour nous, représentent les grands voisins sur un mur avant que le projet ferme. Voilà. Donc, pour entrer dans le vif du sujet de la méthode de travail aux grands voisins et de ce projet graphique, donc premièrement, il s'agissait de faire une communication mixte et plurielle qui soit à l'image de ces patrimoines urbains, mais aussi humains. Ensuite, d'imaginer une signalétique urbaine qui soit à la fois opérationnelle, mais aussi expressive. Et enfin, la question qui me porte le plus, c'est la question des processus graphiques et de tous ces systèmes et dispositifs de transmission et de production sociale avec les différents publics. Donc, premièrement, sur la communication et l'identité visuelle au sens large, là, je vous ai remis des citations qui ont pu m'inspirer aussi dans la création de cette identité visuelle. J'aime beaucoup ce qu'ont dit Forme Vive en 2008 dans leur mémoire de diplôme, qu'ils incitent à parler de langage visuel identifiant plutôt que de logotype. En fait, de ne pas fermer l'identité visuelle à ce seul aspect de logotype, mais de l'imaginer de manière beaucoup plus vivante. Et de poser la question que posait Rudy Bor là, dans son ouvrage « Les 101 mots du design graphique », d'essayer de ne pas marquer non plus ces espaces publics d'enseignes, de signes, et d'imaginer cette identité de manière beaucoup plus large et ouverte, et qui soit vraiment un langage. Donc le logo des grands voisins, on l'a pensé en rapport avec ces deux dimensions du nom lui-même, l'aspect de la grandeur, l'échelle de ce site et l'aspect convivial, le fait qu'il y ait une proximité entre toutes les personnes qui vont faire vivre le site. Donc on s'est arrêté avec Margot sur un typogramme. On voulait que ce soit le plus intemporel possible, qui semble en mouvement, qu'on pourrait imaginer remoduler ou imaginer animer, et avec un style graphique qu'on aurait pu faire nous-mêmes au marqueur ou faire en papier découpé, etc. Qu'on puisse aussi rapidement le faire au pochoir ou aux stickers sur tout type de surface, comme vous pouvez le voir là dans l'exemple que je vous montre. Et donc, ce qui est marrant, petite anecdote, cette signature collective, comme on aimait à l'appeler plutôt que logotype, par exemple, on l'avait peinte sur un des murs de l'enceinte et elle avait été complètement effacée par le service de nettoyage de la ville de Paris. Ils croyaient que c'était un graphe. Et on avait adoré cette anecdote parce que c'était presque l'objectif. On ne voulait pas que ça ressemble trop à un logo ni à une communication trop officielle. Et après, on avait juste à le repeindre dessus et leur expliquer que c'était vraiment c'était un projet nouveau dans le quartier, donc ils n'avaient pas forcément été informés entre-temps. Et à l'inverse, c'est un logo qui a pu inspirer et faire des émules et montrer qu'on est dans une logique aussi d'open source et de transmission. Donc, autant une des voisines se l'est carrément tatouée sur son corps, une association d'impression sur t-shirt, bon là, s'en est énormément inspiré pour le coup. Et le collectif Ne rougissez pas pour une épicerie solidaire. Voilà, donc c'est voir comment il y a une filiation avec différents autres contextes qui est intéressante. Au niveau de la gamme couleur du projet, donc évidemment, on arrive dans 4 hectares, on regarde les couleurs du lieu. J'ai fait tout un tas d'échanges et de réunions avec les résidents sur les sites pour essayer de comprendre quel univers coloré pourrait le mieux parler à toutes ces personnes qui vivaient déjà depuis 2012 sur le site, dont certaines qui étaient en phase dépressive et très lourde, socialement parlant, et qui me disaient tout le temps, il nous faut du soleil, il nous faut des couleurs naturelles, tout ça est très grisâtre. Voilà. Donc, j'ai observé les couleurs déjà existantes sur le site et j'en ai découlé une gamme couleur avec d'un côté ce jaune bouton d'or pour tout ce qui serait ouvert au public et de l'autre des nuances de bleu pour les espaces privés. Évidemment, garder 2 couleurs pour le contenu informatique. Et comme par hasard, c'était déjà les couleurs utilisées par l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul. On voit des exemples des anciennes signalétiques. Voilà. Donc, on trouvait ça tout à fait pertinent de rester dans ces teintes-là pour la communication.
En termes de police de caractère, là encore, on était vraiment dans une dynamique plurielle et contextuelle. Donc, idéalement, on aurait aimé toutes les dessiner, mais encore une fois, on avait 1 mois et demi pour lancer la communication. D'habitude, on a 6 mois pour faire ce type de projet à cette échelle-là. Donc, on a fait avec les moyens du bord et au plus vite. Une première police de caractère, la grande voisine pour tout ce qui était signalétique. Une deuxième, la petite voisine qui rappelait le style du logotype et tout un langage visuel qui va avec pour les communications publiques. De quoi? Ok. Ok. Et la dernière, l'infini, pour l'aspect histoire et patrimoine et tout ce qui est information de contenu, texte courant, etc. Donc là, si je veux rentrer juste dans le détail du principe de signalétique, à chaque fois, on retrouvait l'infini, quels que soient les supports, et des pictogrammes ou des symboles qui accompagnaient la communication. Donc la grande voisine a été dessinée à partir d'une enseigne récupérée sur le site, d'un bâtiment qui s'appelait la médecine du travail à l'époque de l'ancien hôpital. Donc voilà, et ensuite c'était une police de caractère facilement réalisable au pochoir ou en stickers. Là, vous voyez quelques exemples rapides et puis je développerai juste après. L'infini était utilisé du coup aussi pour la signalétique, plutôt pour des supports informatifs. Et à cela se rajoutait une famille de pictogrammes que j'ai pensé en rapport aussi à l'histoire du lieu, au patrimoine architectural. Donc en repérant des détails, des zooms sur les façades pour en faire un langage en symboles et répondre aussi à l'aspect multiculturel du lieu, sachant qu'il y avait tout un tas de personnes qui ne parlaient pas du tout français, qui ne lisaient pas. Et pour rester sur un langage aussi par l'image et non pas que par le texte, pour se repérer sur les lieux. Voilà. Puis ça faisait aussi un petit parcours, une petite chasse au trésor à travers le site. Vous pouvez s'amuser à repérer les symboles et les retrouver sur les cartes. Là, on voit la cartographie du site, à quoi elle ressemblait, et les symboles qui venaient identifier chacun des lieux. Et comment on pensait la signalétique à l'échelle des bâtiments. Donc là, c'est la lingerie, le bâtiment central du site. Voilà. Au niveau de la communication publique, donc la petite voisine, l'infini, une bibliothèque de symboles. La particularité de la petite voisine, c'était donc des variantes dans certaines des lettres, mais aussi dans les glyphes, tout un tas de motifs et de pictogrammes qu'on dessinait au fur et à mesure des ateliers et des communications et qu'on rajoutait dans les glyphes de la police de caractère. Et dans une bibliothèque Illustrator de pictogrammes vectorisés. Donc ça faisait partie du commun qu'on laissait à disposition de tous les voisins. On était 1500 personnes tous les jours sur le site à venir travailler ou habiter. Et donc ça, on le laissait à disposition de tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est quelques exemples de ce qu'on a pu mettre en place comme support. Je les montrerai rapidement. Donc le bleu pour la communication privée, le jaune pour la communication publique. Donc ça, c'était au tout début du projet. On restait sur un ton très simpliste, dans une réactivité de moyens et en fonction des moyens du bord, donc impression A4 ou A3 sur notre imprimante ou celle de l'association Aurore, et très peu de supports réalisés en externe. En fait, il faut vraiment imaginer les Grands Voisins comme un petit village au cœur de Paris, où la lingerie serait presque un peu comme la mairie du village, avec son service com, voilà, au-dessus, à l'étage du restaurant. Espèce de gap qu'on a pu passer en 2017 grâce à la venue du studio Fidèle, que vous connaissez certainement étant donné qu'ils sont ils ont pas mal le monopole sur l'impression en résographie. Ils sont peu nombreux en tout cas à Paris. Et ils se sont montés notamment à cette époque des Grands Voisins. Ils avaient un petit atelier. C'était notre partenaire particulier pour imprimer tous nos supports graphiques. Et donc, la communication des Grands Voisins a pris une autre dimension à partir de 2017, grâce à cette technique. Donc, on a pris une autre direction qui était beaucoup plus riche, du coup, graphiquement, plastiquement. On va dire que la première année était sur les tons bleu, jaune, turquoise, pour rester dans l'identité qu'on devait asseoir pour faire connaître le lieu. En 2017, le lieu était repéré du grand public, et là, on pouvait se faire davantage plaisir graphiquement.
et invité tout un tas d'illustrateurs, de personnes hébergées sur le site à participer aux illustrations des supports. Donc là, vous avez les programmes mensuels sur la gauche, où le recto était réalisé avec le concours de résidents, de graphistes de l'équipe. La petite fleur que vous voyez ici, c'est un des hébergés qui en fait était peintre et dessinateur et qui a pu réaliser le visuel de ce petit dépliant. Et à droite, vous avez quelques exemples de la 70aine d'affiches qu'on a réalisées sur l'année 2017. Celles pour lesquelles j'ai pu participer activement, notamment avec des ateliers créatifs avec les publics, et dont je vous parlerai un peu plus juste après. D'autres types de supports réalisés, c'était tout ce qui était petits supports dérivés de cette signature collective des grands voisins et qui faisaient vivre aussi à leur manière l'esthétique du site, et notamment la création d'une monnaie temps. On a mis en place dans cette petite utopie urbaine une monnaie où tout service donné aux équipes d'aménagement du projet permettait d'arriver par exemple au restaurant et de se payer un repas ou un coca. Voilà, donc pour tous les résidents hébergés sur le site, ou d'aller à la ressourcerie s'acheter des vêtements. Donc ça a très bien fonctionné et on a pu l'imprimer voilà, dans une imprimerie aussi responsable qui était encore ouverte à l'époque, l'imprimerie Expression 2, et puis qui finalement a fermé entre-temps. Le deuxième aspect, donc sur la signalétique, pour vous montrer le processus de création. Donc en arrivant dans ce lieu, c'est tout un tas de supports déjà existants, et plutôt que de rajouter du signe à ce qui existe déjà, on s'est tout simplement dit qu'il fallait venir recouvrir avec l'identité créée tous ces supports existants au fil du temps. Donc, en arrivant en 2015, je ne me rendais pas du tout compte du temps que ça allait prendre. Et on va dire qu'il nous a fallu 1 an et demi pour finaliser tous les supports de signalisation du lieu. Avant d'ouvrir, on aurait eu vraiment besoin de ces 6 mois de réflexion pour trouver des systèmes plus efficaces aussi que le sticker sur du bois ou de la peinture sur une planche qu'on prend du temps à découper, qu'on accroche avec des cordes. C'est aussi avec l'expérience et le travail de terrain qu'on essaye de trouver des systèmes plus pratiques et plus rapides au fil du temps. Donc là, vous retrouvez les typologies de signalétique qu'on a pu produire sur le site, que ce soit des signalétiques fixes ou mobiles. C'était ce protocole que j'utilisais pour avancer dans le projet. Et au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux graphistes dans l'équipe, certains étaient plutôt sur la communication print et d'autres sur la communication dans l'espace, selon aussi la formation qu'ils avaient faite. Et donc moi, c'était vraiment mon rôle au bout d'un moment. Je ne faisais pas grand-chose en termes de créa graphique. C'est tout moi j'ai réalisé tous les supports au début, la première année. Et ensuite, le projet a pris une telle ampleur que finalement, je passais la plupart de mon temps à faire des tableaux Excel et à donner des missions à tous mes collègues graphistes. Et moi, ce qui était vraiment mon cœur de métier, c'était l'organisation d'ateliers, l'inclusion des publics et la création d'affiches par ce biais-là, en fait. Voilà, on va dire sur la deuxième phase de ma présence sur le projet. Je passe un peu rapidement sur tout ça. Cette image, je voulais juste vous la montrer pour bien ressentir cet aspect absurde du travail de signalétique dans des lieux abandonnés. Et que là, c'est mon collègue Jean qui tombait sur ce gros trou béant d'un des bâtiments et on se demandait qu'est-ce qu'on allait en faire. Est-ce que ça allait devenir un des éléments de signalétique ou pas? Est-ce qu'on le laissait comme ça? Voilà. Donc là, je vais vous passer des images les unes après les autres sans forcément les commenter, des réalisations de signalétique qui ont vu le jour au fur et à mesure sur le site. Je vais juste dire 2 mots là-dessus, sur le fait qu'on a eu envie aussi à un moment de proposer au public une orientation sur les lieux un peu plus libre et sortir de l'aspect contrôlant des panneaux de signalisation qu'on voit dans la ville. Là, étant donné qu'on a la chance d'avoir un site piéton en plein Paris, on voulait remplacer toutes les flèches par des petites mains qui se rapprochent d'un langage des signes et qui se rapprochent d'un langage un peu plus humain.
la petite anecdote, une des fresques qu'on avait réalisées sur un toit des Grands Voisins a été réutilisée ensuite pour faire l'identité d'une des bières brassées localement aux Grands Voisins. Voilà, et donc là, c'est tout un tas de supports avec lesquels pouvaient interagir les différents publics avec la signalétique. Donc c'est pour ça que j'ai appelé cette présentation laboratoire graphique, c'était pour vraiment retranscrire le fait que, par exemple ici, on a des casiers de médicaments qui à la base étaient horizontaux dans un petit support en plastique trouvé à l'ancien hôpital et qui à la verticale forment un panneau potentiellement de signalisation. Donc comment avec tous les matériaux qu'on trouve, on peut créer et penser un projet graphique en temps réel. Et donc, dernière notion importante de ce projet, le processus graphique, tous ces procédés et systèmes qui permettent d'inclure les publics dans le projet. Étant donné que ce projet, il vit aussi avec toutes ces personnes rencontrées sur le site et puis surtout les résidents. Moi, j'avais vraiment à cœur d'inclure les résidents et les publics précaires dans les projets qu'on faisait et de ne pas faire en sorte que ce projet soit juste un plaisir graphique pour faire de belles affiches et de beaux visuels, parce que c'était aussi l'objectif, de les inclure dans les réalisations. Donc là, je reprends les mots d'Annick Lantenois qui parle d'un design en modestie et qu'il faudrait aujourd'hui inventer des dispositifs sociaux, culturels, pédagogiques, excusez-moi, qui accompagneraient les individus dans la transformation de leur environnement. Et donc là, j'aurai du coup un peu de temps là ensuite pour vous montrer plus précisément ces dispositifs que j'ai triés par le biais de ma recherche là. J'ai créé tout un tas de documents pour retranscrire tout ce qu'on a mis en place aux Grands Voisins à la fin de ma présence après 2017. En fait, j'ai pris toute une année pour récolter tout ce qu'on avait mis en place et réorganiser et thématiser les dispositifs et les procédés mis en place. Donc, premièrement, une grande thématique, c'est faire avec les ressources en présence. Déjà la matériel, une économie de moyens et la récupération, et puis faire avec l'environnement existant. Le deuxième aspect, c'est faire ensemble, donc les dispositifs de co-création, en organisant des ateliers, des chantiers publics, des workshops avec des étudiants, et très important, la permanence graphique. Tous les jeudis après-midi, en fait, j'allais travailler, je n'étais pas dans mon bureau, derrière mon ordi, en train de faire des tableaux Excel. J'étais sur le terrain et je proposais aux résidents de venir avec moi réaliser les panneaux de signalétique. On sortait, on les accrochait ensemble. C'était aussi un moyen de partager des savoir-faire parce qu'eux aussi avaient beaucoup à m'apprendre sur des techniques qu'ils connaissaient. Et laisser faire, donc ça c'est le degré ultime d'inclusion, c'est quand on crée des outils qu'on laisse ensuite à disposition des publics avec toute cette question de l'open source, de laisser des kits graphiques et des gabarits ou modes d'emploi à tous mes collègues sur le projet, faire des formations au logiciel, voilà. Autonomiser les personnes avec qui j'ai pu travailler. Et tout ça fonctionne ensemble. Voilà, donc là, ces fameux documents de recherche donc on change de format de présentation, mais je vais vous montrer très rapidement du coup les différentes techniques à partir desquelles on a travaillé. En arrivant dans l'hôpital, on a trouvé des anciennes radiographies de l'hôpital et on en a fait des pochoirs, par exemple. On travaillait aussi avec tout un tas de papeterie administratifs trouvés dans l'ancien hôpital. En termes de machines techniques, donc on avait de l'ariso, mais aussi un atelier sérigraphie, un atelier bois, un plotter de découpe que mon collègue Lukács de Yes We Camp avait ramené. C'était une vieille machine, mais qui fonctionnait très bien et qui nous a tenus tout le long du projet. Et un atelier peinture très bien organisé pour que tout le monde puisse y avoir accès. N'importe qui pouvait venir en libre accès, récupérer les pots de peinture qu'on laissait à disposition avec un mode d'emploi. Voilà. En termes de technique de construction de signalétique, donc la première, la plus évidente, c'est la découpe bois pour faire du lettrage d'enseigne qui puisse transmettre l'effet un peu village, économie de moyens. Mais aussi l'écriture à la craie ou au Posca sur des supports voilà, de type restauration. La peinture à la main, lettrage à la main. Le découpage et collage très pratique pour réaliser à plusieurs des affiches.
pochoirs. Une technique assez intéressante pour faire des ateliers avec les habitants, c'est de venir comme ça, cutter dans du scotch et les laisser eux-mêmes réaliser leur support et ensuite repeindre par-dessus. Le stickers, alors on a commencé le projet avec tout un tas de techniques aux stickers pour finalement se dire à la fin que c'était une technique intéressante en soi, mais peu écologique et surtout très chronophage. Et donc, au fur et à mesure du projet, on faisait de plus en plus de lettres peintes à la main et de supports peints. Je suis désolée, je me rebouche. La sérigraphie aussi nous a permis de réaliser certains supports ponctuellement, comme les tote bags des grands voisins et des supports, toute une pergola en fait sérigraphiée sur du polycarbonate pour la terrasse de la lingerie. Voilà, ça je passe. Et ensuite, donc, tous les dispositifs qui incluaient les publics. Donc là, les chantiers ouverts au public. Il y avait des comités d'entreprise qui venaient passer l'après-midi à repeindre tout un espace du lieu. Ça a drainé tellement de public que il faudrait plus que 40 minutes pour montrer tout ce qui s'est passé aux grands voisins. Donc là, je passe rapidement. J'avais une petite structure mobile aussi avec laquelle je me baladais dans tout le site pour faire des ateliers. Réalisation de livres et de carnets do-it-yourself avec les anciens papiers de l'hôpital, ça avait toujours un grand succès. Et les masques, le carnaval et le maquillage, alors ça c'est un peu la marque de fabrique de l'association Yes We Camp, la fête et les moments festifs comme ça, collectifs. Donc là vous voyez les permanences graphiques où les résidents et publics du projet venaient avec nous réaliser les supports. Et par exemple ici pour l'affiche du carnaval, vous voyez le processus où je proposais une trame de typographie par-dessus lesquelles les publics venaient écrire leur propre police de caractère. Et ensuite, à partir de tout ça, j'agrégeais les différents éléments pour en faire une communication, une composition finale, toujours imprimée en réseau à la fin. Voilà, donc c'est très dense et j'avance pour pouvoir arriver à la suite. Vous voyez, voilà, tous les processus. À chaque fois qu'on avait un nouvel espace aménagé, on se demandait comment les publics pouvaient être inclus dans la réalisation de cet espace. Et le graphiste avait toujours un rôle à jouer. Hein. À la base, on en parlait en équipe de graphistes. On imaginait quelle était la technique la plus adéquate, le moment le plus adéquat dans la semaine pour faire venir les personnes. Et puis les workshops, donc l'école Estienne, voilà, qui est venu à plusieurs reprises. Et un workshop qui mêlait de la poésie en anglais et un détournement de signalétique qui m'avait beaucoup plu avec des étudiants en graphisme. Et donc sur la technique du laisser-faire, j'ai pu faire des formations auprès de mes collègues qui voulaient se former sur les logiciels de composition graphique, leur expliquer comment utiliser toute cette bibliothèque de symboles, les polices de caractères laissées à disposition. Et puis, voilà, le genre d'affiche qu'eux pouvaient réaliser de leur côté. Avec toute cette identité-là, on est vraiment dans un aspect très low-tech, on va dire, graphiquement. Mais c'était aussi l'objectif de ce projet et dans le temps qu'on avait et les enjeux économiques aussi. Voilà. Et évidemment, tous ces gabarits et modes d'emploi laissés à disposition des publics pour réaliser eux-mêmes leur support. Les pochoirs pour eux-mêmes réaliser aussi leur signalétique. Et des espaces d'expression à disposition. Voilà, donc pour terminer, j'aime bien enfin pour terminer, j'ai encore 1 ou 2 minutes, il me semble. Le design naît des tables rondes plus que des tables rades, ça c'est Othel Eicher qui parle de ça dans son livre Le Monde comme projet. Je voulais vous montrer comment, au Grand Voisin, il y avait une espèce d'aspect utopique dans la manière de travailler tous ensemble. On avait accès à l'amphithéâtre, l'ancien amphithéâtre de l'ancien hôpital. En fait, c'était un lieu de dissection et de cours de médecine qui était devenu en fait nos espaces de réunion collectifs avec les 3 associations réunies et qui permettaient, comme à l'ancien temps, de réunions de designers, de penser le futur de cet espace urbain.
Et voilà, et donc j'ai pu y organiser notamment une journée de recherche sur le thème des situations graphiques. Et là, c'était pour vous montrer les outils partagés avec lesquels on travaillait. Donc les fameux tableaux Excel pour se partager les tâches, mais aussi le logiciel Slack qui nous permettait d'échanger à 1500 personnes en ligne et de se partager tous ces outils-là. Voilà. Et donc pour terminer, vraiment, pour le coup, comment ce projet SM encore aujourd'hui? Donc j'ai pu le présenter à l'exposition Cartographie de la recherche en design, à la Biennale de Venise, faire les affiches de courts-métrages qui ont été réalisés par la suite, organiser des ateliers avec les scolaires, avec le futur aménageur du site, et l'exposition qui retranscrivait les 5 ans de graphisme au Grand Voisin en 2020. Et donc, vous pouvez retrouver aujourd'hui le projet actuel d'aménagement des Grands Voisins sur ce site, le blog Saint-Vincent-de-Paul, leprojet.fr, à rallonge. Et sur le site internet, on a mis à jour toutes les données pour expliquer le projet et son historique. Voilà. Et aujourd'hui, moi, en parallèle, j'enseigne sur les questions de territoire d'innovation sociale au DNMAT de Colombes à Claude Garamond. Et je voulais juste terminer sur quelques images de ce qu'on peut faire. Donc, visite des archives de Marcha Manuel, un projet sur l'esthétique de la récupération de matériaux. C'est la manière aussi dont je continue à transmettre sur ces questions-là, aussi dans le cadre des études. Un workshop avec Geoffroy Piton, des personnalités importantes en conférence, des voyages sur des péniches, et notre Instagram, si vous voulez aller voir davantage de projets. Voilà. J'aurais pas le temps de montrer tout le reste. Il y avait d'autres projets que j'aurais pu vous montrer, mais c'est pas très... On termine là-dessus, c'est très bien.